Bonjour à tous, je m'appelle Marie Verret, je viens de Brest et je vais vous parler d'éjaculation prématurée. Nous avons publié ce travail avec Marine Costa, Camille Montalvo, Vincent Ranou, Hélène Vaillant-Roussel, David Costa et Bruno Pereira. Ce sont mes conflits d'intérêts affectifs. Je n'ai pas d'autres conflits d'intérêts, en tout cas concernant cette présentation qui unit plusieurs universités, Brest, Bordeaux, Clermont-Ferrand et Montpellier-Nîmes. Alors, l'éjaculation prématurée, c'est la plus fréquente des dysfonctions sexuelles masculines, entre 21 et 30% dans certaines études. Je vous laisse imaginer dans la salle. Et on a développé 6 stratégies de communication par des médecins généralistes ayant abordé le sujet. C'était mon sujet de thèse, d'exercice. J'avais interrogé 11 médecins généralistes pour dire « Mais comment vous faites pour parler d'éjaculation prématurée ?» Et donc, le but du jeu, c'était d'évaluer en fait ces 6 stratégies de communication pour voir si ça modifiait l'incidence des patients évoquant le sujet en consultation ou pas, par rapport aux soins courants. Alors, évoquer l'éjaculation prématurée, c'est comme partir à la pêche. Si on n'a pas les bons outils, c'est pas bien. Alors, qu'est-ce que sont ces 6 stratégies ? La première, c'était être attentif jusqu'à la fin de la consultation. Si vous êtes au bord de l'eau comme ça et que vous ne regardez pas le bouchon, vous êtes ailleurs et que vous n'êtes pas dedans, vous risquez pas de pêcher grand-chose. Donc, ça a l'air un peu bête comme ça, mais il faut rester vigilant, attentif, vraiment concerné par la consultation. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est interroger de façon systématique. Si vous ne lancez pas assez souvent la perche, que ce soit la prostitution, le chemsex ou l'éjaculation prématurée, ça ne mordra pas, globalement. Alors, utilisez l'humour. C'est la fameuse pêche à la turlute. C'est pour pêcher des trucs plutôt mous, dans ce cas, donc des mollusques, la sèche ou le poulpe. Ça marche très très bien. Parce que, en fait, vous voyez bien, là, ici, si ça s'accroche, le patient, il fonctionne avec vous et il va peut-être beaucoup plus facilement parler. Ensuite, vous avez la technique que moi j'appelle la palangre. Vous allez évoquer des signes que le patient pourrait avoir. Vous allez donner des hameçons. Il va dire, vous êtes déprimé. Vous pourriez avoir des signes d'éjaculation prématurée, d'insuffisance érectile. On va proposer. La palangre, je donne à manger au poisson. L'autre, c'est, je vais avoir une approche fonctionnaliste. Je vais utiliser la vitesse du bateau pour ramasser le poisson. Donc, c'est la technique de la mitraillette. Donc, vous avez le truc qui doit bien flotter. Donc, vous avez un corps. Un cœur, ça fait circuler du sang. Un sexe, c'est pour être en érection. La sexualité, c'est une fonction comme les autres. Voilà, y a-t-il un problème ? Et la dernière, c'est quand vous lancez le filet de pêche, c'est-à-dire vous essayez d'aider le patient à verbaliser en s'intéressant à son contexte personnel. Donc, vous essayez de ratisser hyper large, puis vous voyez ce qui remonte. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en pratique avec toutes ces techniques ? On a fait 2 poules, 2 groupes, grappes juste après. Mais d'abord 2 groupes, un groupe d'intervention, un groupe contrôle randomisé, donc dans les facultés, dans les régions Finistère, Aquitaine, Auvergne et Languedoc-Roussillon. On leur a fait au contrôle groupe, on n'a pas dit ce qu'on étudiait, on a dit qu'on étudiait les consultations en lien avec les problèmes psychologiques, c'est juste ici, en lien avec les problèmes urogénitaux et les problèmes sexuels. On leur a montré un questionnaire pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient abordé pendant la consultation. Il y avait plein de questions différentes. Est-ce que vous avez parlé dysurie, éjaculation prématurée, bien sûr, c'était notre sujet, dysfonction érectile, anxiété, c'était un questionnaire assez simple. Dans le groupe intervention, nous avons fait une formation sur l'incidence. Qu'est-ce que c'est l'éjaculation prématurée ? Quelle est son incidence ? Quelles sont ces techniques de communication que je viens de vous présenter ? Et quel est le traitement, éventuellement, de cette pathologie-là ? On a soumis aux médecins le même questionnaire. Les patients, maintenant, on leur a donné, à la fin de la consultation, un questionnaire de qualité de vie, le SF12, qu'on leur a redonné ici, 4 semaines plus tard, avec un questionnaire test diagnostic de l'éjaculation prématurée. Donc 4 semaines plus tard. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a comparé les 2 groupes. Voici le résultat de la comparaison. Là, vous avez donc le total de l'intervention. Alors, nos grappes, nos médecins, on n'en avait pas beaucoup. On en avait 16 dans le groupe intervention et 16 dans le groupe contrôle. Et ils ont inclus 130 patients en tout. Et ces 130 patients ont abordé 2 sujets plus souvent dans le groupe intervention. Le groupe
significativement, vraiment de façon très forte, l'éjaculation prématurée, le chiffre est là, et à 0,003, la dysfonction érectile. Pour les autres choses, ils ont aussi plus abordé l'angoisse. Les principaux résultats sont donc que l'éjaculation prématurée a été abordée plus fréquemment dans le groupe de médecins généralistes formés de façon significative. Seulement 5% des patients qui souffraient d'EP, mais on ne va pas confondre avec l'embolie pulmonaire, a évoqué le sujet dans le groupe témoin contre 42% dans le groupe intervention. C'est quand même énorme, 5%, 42%. Et surtout, on avait très peur au départ du design de l'étude que aborder le sujet altère la qualité de vie et qu'on nous dise « oh là là, vous avez ouvert la boîte de Pandore et ça va altérer la qualité de vie des gens ». Eh bien, la qualité de vie des gens n'a pas du tout été modifiée 1 mois plus tard. Alors, les forces et limites de cette étude en grappe, en tout cas en cluster, et que c'est intéressant à faire en médecine générale parce que ça veut dire que le médecin généraliste va recruter les patients, donc c'est lui, en fait, la grappe. Mais c'est difficile. 16 médecins généralistes et 16 médecins généralistes dans le groupe contrôle, c'est pas beaucoup. On a un faible recrutement de patients. C'est toujours difficile d'avoir un cerveau de recherche quand on est en cerveau de consultation. Encore plus si on doit être attentif, faire toutes les techniques que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vrai que on voit bien qu'on a tous ces difficultés-là, en tout cas quand on est dans nos consultations. Mais ça permet de réfléchir sur aussi la façon d'évaluer et de parler de tous ces problèmes-là. Il y a un médicament contre l'éjaculation prématurée, vous en avez peut-être entendu parler, la dapoxétine, qui a été évaluée de façon, voilà, c'est un ISRS, qui a été évalué avec l'IELT, le temps de latence intravaginale. Alors c'est vrai qu'on a tous, pour faire ce genre d'activité sexuelle, une montre, un chronomètre en main, c'est toujours très pratique. Mais c'est pas vraiment centré patient, ni vraie vie active en fait. Et si les gens pensent qu'ils souffrent d'une éjaculation prématurée, est-ce que ça vaut pas le coup de s'abstraire de quelconque critère chronologique ou de durée pour les écouter et les aider ? Ensuite, est-ce que ces techniques-là, elles servent uniquement pour aborder l'éjaculation prématurée ? Je ne suis pas sûre. Mais on va les réutiliser pour les tester dans d'autres choses, mais ce sont des techniques de communication. Et surtout, quand on fait des recommandations internationales, parce que dans les recommandations des urologues là, qui étaient sorties par exemple en 2014, c'était assez drôle, ils disaient que les médecins généralistes avaient un rôle très important à jouer, mais comment ? C'est toujours comment faire une aide pragmatique, comment on peut tous s'aider pour aborder ce sujet-là. On est tous un peu mal à l'aise avec ces questions de sexualité, c'est logique, l'éjaculation prématurée c'est un drôle de sujet, et pourtant, quand vous êtes formé à ces 6 stratégies-là, voilà, les patients sont plus à l'aise pour en parler et ont peut-être la vie un petit peu plus légère après vous avoir vu. De toute façon, quand on part à la pêche, qu'on prenne ou pas un gros poisson, on est content. On est sorti. Donc, en médecine générale, on fait un beau métier. Nos patients nous le rendent bien. Donc, je vous remercie pour votre attention. Question courte, pas prématurée. Bonjour, je suis Alain. On n'a dit pas la durée, Mais merci beaucoup pour cette étude très intéressante. Je voulais demander, vous n'avez pas voulu exprès comparer la qualité de vie avant l'intervention et après pour voir, parce que ok, ça n'a pas diminué, mais avec quoi est-ce qu'on a comparé? Si j'ai bien compris, donc la qualité de vie, ça a été évalué uniquement 4 semaines après l'intervention. Au début aussi, en fait. D'accord, ok, donc ça a été, il y a eu une comparaison entre les deux. Oui, tout à fait. Okay. Ici, merci beaucoup. La SF12 à la fin de la consultation, et puis oui, pour pouvoir comparer effectivement. Et pour pouvoir faire le diagnostic, parce que sinon les patients n'auraient pas su s'ils avaient une éjaculation prématurée ou pas. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. On m'entend ou pas? Ouais. Par contre, je ne vois pas où vous êtes. Juste à gauche, enfin de l'autre côté. Alors la gauche... À droite, de l'autre côté. À droite. Là. Oui, alors ça c'est une question piège pour moi. Ouais, ok. Bonjour. Allô. Axel de Lille. J'ai une petite question sur la conclusion que vous faites, qui est que la formation améliore le repérage et la facilité de repérage potentiellement. Est-ce qu'on est sûr que c'est vraiment la formation à cette technique ou peut-être la sensibilisation des médecins? Est-ce qu'on a pu évaluer ce biais de confusion potentielle? En général, la randomisation des médecins est là pour mettre, puisqu'il y avait un groupe contrôle, on a randomisé en utilisant les techniques habituelles statistiques pour randomiser les médecins.
D'accord, je vais repréciser ma question, parce que si j'ai bien compris, le groupe contrôle, on leur a pas dit ce qu'on allait explorer. Au départ, en fait, on a dit, pour recruter au tout départ, avant la randomisation, on a dit à personne. Ok, mais après, il y a eu une formation donc, des médecins du groupe intervention. Oui. Est-ce que, en fait, ma question, elle était, est-ce que s'il y avait eu un autre groupe intervention, un troisième groupe, qui aurait été, et en fait, on fait une étude sur l'éjaculation prématurée, et on leur dit juste ça, est-ce que ça aurait changé peut-être le taux de repérage aussi? Juste le fait de savoir qu'on s'intéresse à ça et que ce n'est pas forcément les techniques, la formation aux techniques, mais juste, ah bah tiens, on en a parlé de la même façon que je pense ici, quand on sortira du congrès, on aura repéré, sans forcément avoir été formé à ces techniques, peut-être plus d'éjaculation prématurée, juste parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Alors, les médecins, en fait, ne devaient pas avoir eu de formation en sexologie avant. Et c'était des médecins qui n'avaient pas, par exemple, qui n'étaient pas forcément des MSU, qui n'avaient pas, pour éviter tout, puisque tu veux éviter un biais de sélection et un biais de contamination, en fait. Donc, les médecins, ils ne devaient pas avoir eu de formation en sexologie ou avoir de DU, par exemple, en particulier. Et c'était des gens qui n'avaient pas été, c'est très bête, mais à une session comme ici, par exemple. Et on les a bien randomisés avant. Eux, ils ont été sélectionnés pas pour faire une partie d'une étude sur l'éjaculation prématurée, sinon ça aurait vraiment contaminé ton groupe contrôle. Okay. Merci beaucoup. Avec plaisir. Maxime de Nantes. J'avais une question. Est-ce qu'il y a eu une analyse secondaire en fait sur vous avez parlé des sites techniques en fait de communication. Est-ce qu'il y en a une qui est plus performante qu'une autre? Est-ce qu'il y a une technique de pêche qui est plus efficace? Alors sur 130 patients, c'était pas assez puissant. On a eu des orientations. Effectivement, il y a aussi un biais de désirabilité de l'information. Les médecins, ils ont beaucoup de mal à dire qu'ils n'ont pas été attentifs jusqu'au bout de la consultation. Donc c'est vrai que oui, c'est sûr que celle-là, on peut toujours la donner, surtout quand ça a été abordé. Mais non, à 130, c'était trop faible. Merci. Mais on l'a fait, mais voilà, c'était pas assez puissant. Ouais, merci. Merci Marie. Avec plaisir.